Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est dans ce podcast que l'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail au quotidien. On enregistre encore une émission en plein cœur du FIBD et également d'ailleurs pour une exposition. Après notre émission sur l'exposition Superman, l'homme aux mille et une vies, nous avons le plaisir d'avoir l'un des deux commissaires de l'exposition Marvel, Super-héros et compagnie. Xavier Fournier, tu es avec nous dans ce podcast. Je crois que ça fait quelques années que tu n'étais pas venu. Je viens quand on m'invite. Bonjour. C'est vrai aussi, effectivement. Je suis l'homme aux une vie. J'ai pas une mille et une vie. C'est ça. Non, mais la dernière fois, c'était pour le retour de Comic Box, il me semble. Oui, je crois. Qu'on s'était parlé. Mais tu es un homme très occupé. Et justement, tu as fait une exposition. Alors, rappelle-moi juste la surface de cette exposition. En mètres carrés, je ne connais pas le chiffre par cœur, mais je peux te dire qu'il y a 169 emplacements pour des œuvres originales liées à l'univers Marvel. Voilà. Et ça, c'est quand même plutôt cool d'avoir du comics et du comics de super-héros et pas simplement du Hollywood, Alors, l'expo Hollywood, j'avais rien à voir dedans et ça me fait. Non, mais je te le dis d'autant plus facilement que l'expo Hollywood était géniale, absolument géniale. Non, mais justement, mais je veux dire que non, c'est parce que j'ai bugué parce que je voulais dire aussi. Will Eisner, ce genre de choses. Tu sais, quand en général, t'as l'impression que quand on s'intéresse à la BD américaine. Will Eisner a la carte quelque part et c'est un type qui est fréquentable pour les gens qui d'habitude. Voilà. Tu sais, c'est un gars qu'on qualifie de faire des romans graphiques. Oui. Et pas des comics. Il y a tout un public qui se bouche le nez d'habitude quand on parle comics et qui trouve Will Eisner fréquentable. Will Eisner, c'est un génie de la BD. Enfin, je suis à genoux devant, ou voilà, tout ce que tu veux, mais c'est vrai que quelque part ça joue pas les mêmes mécanismes de faire une expo Will Eisner, et l'un dans l'autre ce musée de la BD il existe depuis 30 ans, une trentaine d'années, et grosso modo il y avait eu qu'une expo Will Eisner consacrée à la bande dessinée américaine hors roman graphique, quelque chose comme ça. C'est la seule à peu près qui qualifiait ça, puisqu'il faut bien distinguer le festival où il y a eu des expos, comme tu disais, Hollywood, et puis la Cité de la BD qui est ouverte toute l'année et qui donc a plusieurs emplacements, et donc ce musée de la BD. Et qui a un fonctionnement alors différent ou on va dire indépendant du festival. C'est-à-dire que l'exposition dont on va parler aujourd'hui. C'est pour schématiser, c'est comme le FBI et la CIA. Très bien, ouais. Donc c'est pas forcément une exposition qui a été commandée par le FIBD. Absolument pas. Et pour le coup, je peux le dire, je vais pas vexer quelqu'un. Je n'ai eu aucun contact avec les gens du festival, et à part une conférence dont on m'a dit de manière pas très élégante à la dernière minute qu'elle se faisait, enfin pas à la dernière minute, mais quelques semaines avant, qu'elle se faisait pas, après qu'on l'ait préparée. Je n'ai eu aucun contact, malgré mes envies de peut-être discuter pour être sûr qu'on faisait pas un double emploi avec des trucs. Il y a eu zéro moyen d'avoir un contact. Donc je les embrasse s'ils nous écoutent. Voilà, et en tout cas, eux, ils étaient quand même bien contents du travail que tu as effectué avec Jean-Philippe Martin pour pouvoir intégrer l'exposition dans le cadre des festivités, dans le programme du festival. Si tu me le dis, je te crois, mais moi j'ai pas de. Non, mais c'était marqué dans le programme, et ça me faisait sourire parce que justement, je disais, mais c'est pas eux qui l'ont mené, c'est pas eux qui ont pris l'initiative, mais ils sont bien contents qu'elle soit là. Il faut quand même. Et là, voilà, du coup, j'ai pas de raison de soigner des susceptibilités ou des trucs comme ça. Moi, je l'avais un peu en travers, et je crois qu'on était quelques-uns en travers l'an dernier. Et c'est pas une pique contre la directrice artistique du festival, qui fait pourquoi elle a été embauchée, et elle pilote plutôt quelque chose qui tourne sur la franco-belge avec d'autres commissaires, d'autres directeurs artistiques adjoints qui s'occupent du manga. Mais l'édito où on expliquait que le fameux, je me rappelle, que c'était le festival, et c'était marqué texto, c'était The Place to Be pour les amateurs de franco-belge et de manga. Ouais. Merci si tu nous écoutes, merci. Ouais, effectivement. Mais donc quand même, de la bande dessinée américaine, du comics de super-héros exposé à la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême. D'où est-ce que ça part? Ça part qu'il y a une vingtaine d'années, et un peu plus d'une vingtaine d'années d'ailleurs, le Marvel, pour des questions d'abattements fiscaux, a voulu faire don à une association humanitaire internationale de son stock de bandes dessinées. Et l'idée, c'était que voilà quoi, qu'il trouve un débouché là-dessus. Et cette association a pris contact avec la Cité de la bande dessinée, donc la structure qui pilote le musée de la bande dessinée, en leur proposant, je crois au départ, je sais pas si c'était pas 1 million de comics.
Et eux, enfin, tu peux mettre ça nulle part. Et enfin, c'est impossible. Ils ont été genre d'en refuser une partie. Et en définitive, ils ont accepté, je crois, quelque chose qui tourne autour de 470 000 comics. Ouais, ce qui est quand même énorme aussi. C'était plusieurs containers. Alors après, faut savoir que quand tu dis ça, ça fait rêver, mais j'ai vu les stocks. C'est pas en super état. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est très bon, c'est du bon état, mais il y a des caisses où il y avait 50 exemplaires du même numéro de G.I. Joe. Ah oui, okay. Enfin, tu vois, donc il y a eu ouais. il y a eu beaucoup de papier et pas beaucoup de choses forcément très exploitables et enfin il y en avait, mais sur la masse, enfin il y avait beaucoup de chutes, on va dire. Le contrat, le don faisait qu'ils n'avaient pas le droit de les revendre ou de les offrir. Autrement qu'à d'autres structures. Donc, il y a quelques stocks de comics qui sont partis à la BNF à Paris. Je crois qu'il y en a à Lyon, à la bibliothèque de la Pardieu. Je crois qu'il y en a à Bordeaux aussi. Puis, dans un ou deux autres endroits en Europe, comme ça. Donc, ils se sont arrangés pour en redistribuer. Ils ont été obligés d'en détruire parce que ça faisait quand même beaucoup d'épisodes de G.I. Joe qui servaient à rien. Et après, bah, ils en ont rien fait. Et la petite histoire, c'est que moi, je faisais partie des gens à cette époque-là dans Comic Boss, donc on fait un ou deux articles en disant, mais qu'est-ce qu'ils foutent de ce truc-là? Et parce que c'était connu, en fait, ce don, cette histoire de don, il y a eu beaucoup de presse à cette époque-là, y compris de la presse internationale. Je me suis remis dans l'historique du don à un moment. Il y a eu de la presse, le consulat de France en Amérique avait fait toute une communication. Enfin, il y avait tout un truc. Il y a eu beaucoup de presse à l'époque. Et puis, bah, c'est resté dans les réserves. Alors, ça veut pas dire que c'est du bois mort, hein. Il y a des universitaires qui sont venus s'en servir pour des recherches ou des choses comme ça. Mais en fait, ça servait peu par rapport à ce que ça aurait pu servir. Et puis, Jean-Philippe Martin, qui n'est pas là, mais qui est donc le co-commissaire de l'exposition et qui était jusqu'au début d'année le conseiller scientifique de la Cité et qui maintenant a vogué vers de nouvelles responsabilités. Eh ben, lui, ça faisait quelques années qu'il trépignait en disant, faut qu'on en fasse quelque chose. Et on s'est croisés une ou deux fois, peut-être sans vraiment avoir l'occasion de parler en profondeur du truc. Et un jour, je crois que c'est à la faveur d'un changement de direction de la Cité, il a remis le truc sur la table en disant, bah voilà, quoi, il y a un moment, faut en faire quelque chose. Et ils ont dit oui. Jean-Philippe a dit ouais, mais on a personne dans la structure qui est vraiment à fond sur les comics, enfin qui parle ça comme une seconde langue maternelle. Et ils m'ont appelé. J'ai fait semblant de réfléchir 30 secondes en disant, c'est quoi vos dates? Et tu peux pas, enfin, ça fait des années qu'on attend ça. Et je le dis en plus, je l'ai entendu hier toute la journée, plein de gens qui défilaient dans l'expo, qui me disaient, mais voilà, quoi. Et donc, on a commencé à bosser là-dessus, sur une expo, Marvel, mais il faut dire ce qui est, c'est-à-dire que s'il y a certaines personnes qui nous écoutent et qui disent Marvel, voilà, c'est le grand monstre et tout ça, pour moi, Marvel, c'est un cheval de Troie. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est pouvoir parler des auteurs qui font ça. Attirer, on n'attire pas les mouches avec, voilà, si t'as pas un peu mais attirer les gens, effectivement, avec la marque, mais ce n'est qu'une marque. Et une fois qu'ils sont là, leur montrer les dessins, leur montrer les originaux et rappeler qu'il y a des gens derrière. Ça, c'était l'objectif de départ. Bah, moi, c'était mon truc à moi, quoi. C'était, le deal de départ, c'était, il faut faire une exposition Marvel. Et moi, voilà, quoi, tu m'as laissé rentrer dans le poulailler. Et ça va, mon but à moi. Bonjour, vous connaissez les comics? Ouais. On va s'amuser un peu, quoi. C'était ta première expo en tant que commissaire, tu en avais fait d'autres avant? En tant que commissaire j'en ai fait d'autres avant, mais qui avaient rien de comparable, tu vois. C'est des trucs, par exemple, Panini, il y a 2017 ou 2018, je sais plus. Sur les auteurs français. Ouais, m'avait demandé les textes sur la Marvel Touch, ouais. Mais bon, j'avais fait les textes. C'était Matteo de Panini qui avait surtout géré un peu l'infrastructure. J'ai participé à des comités scientifiques d'expo, par exemple l'expo la Société des Comics à Lyon, mais on était une demi-douzaine. Donc voilà, à être deux à porter le truc comme ça. Et puis c'est pas une mince affaire non plus. À ce niveau-là, ouais, c'était la première fois. Ouais. Ça met la pression un peu? Bah non, parce que au début tu sais pas dans quoi tu t'engages, donc c'est l'inconscience totale. Donc ça va.
Après, tu découvres les écueils un après l'autre et tu fais ah ouais, en fait il y a ça et ça va pas être comme j'avais pensé. Vous avez une répartition des rôles un peu actée entre toi et Jean-Philippe Martin? Bah, Jean-Philippe, c'est le vieux briscard au contraire des alors vieux non, c'est affectueux, c'est le Jean-Philippe, si tu nous écoutes, le briscard expérimenté de l'organisation d'expo, de choses comme ça, donc il y avait un regard technique, et moi j'étais en mode bah il y a qu'à faire ça. Et mais globalement on s'est très bien entendu. Je crois on a eu juste pour tout te dire, il y a juste eu un truc indifférent, mais bon, je trouve que en termes de pourcentage, c'est vachement bien. On a quelques peintures de l'auteur Fred Yann qui fait des trading cards. Et à un moment, j'en avais repéré une qui était une peinture qui montrait la Veuve Noire dans son costume années 70. Et il m'a dit, pour du public qui est pas sensibilisé, cette peinture-là, elle fait quand même très bondage. D'accord. Donc, bah, écoute, on la met pas. Et puis, c'est le seul point où il m'a dit non, ça va pas le faire dans un musée. Les gens qui sont pas préparés à ça, qui viennent avec des gamins, ils vont s'imaginer un truc. Et, bah, donc, ok, retirons. Et, voilà, le reste, honnêtement, enfin, je sais pas, il est pas là, il peut pas. Peut-être que si tu refais une autre émission avec lui, t'expliqueras que ça a été l'enfer de bosser avec moi, je sais pas. J'ai pas cette impression-là. Mais c'était super sympa de bosser ensemble. D'accord. Mais quand on te confie les clés du poulailler, alors, comment toi, tu t'ordonnes, tu te dis donc, bon, j'ai une expo Marvel à faire. Alors, le côté technique du truc, c'était que au début, on s'est dit, il va falloir aller chercher, puisqu'il s'agit pas de mettre 170 œuvres, tu vois, ah tiens, on va mettre les 170 premières œuvres que tu trouves, et puis c'est bon, c'est réglé. L'histoire, d'ailleurs, le schéma de départ, c'était 120 ou 130 planches, ou couvertures, enfin des originaux. Et l'idée, c'était de se dire, bah, on va forcément être obligé d'aller taper à la porte des Américains. Donc, j'avais d'ailleurs commencé à contacter des Américains, genre Joe Quesada en direct. Et il y a eux, au niveau du musée, me disent attention parce que quand tu sors des œuvres d'art des États-Unis, tu payes des taxes. Et mis bout à bout sur toutes les œuvres du musée, ça risque d'être un peu de crever un peu le budget. Et ils avaient quelques planches de comics qu'ils ont quand même achetées au fil des années ici. Alors j'ai regardé dedans, bon il y avait du DC, du Batman, on pouvait pas les utiliser. Il y avait ils ont du Spawn, ils ont deux trois trucs comme ça, mais okay. Ça vous pouvez pas le faire non plus. C'était mignon à un moment, ils m'ont sorti, ils ont deux planches de Bill Sienkiewicz en 1980 sur les Fantastic Four. Mais c'est le Bill Sienkiewicz du début, quoi. Donc c'est affreux. Je leur ai dit, c'est pas possible. Si tu dois mettre du Bill Sienkiewicz dans cette expo, tu peux pas mettre le Bill Sienkiewicz qui est encore assez moche, mal ancré. Voilà, donc on peut pas. Si un jour on fait une expo, vous faites une expo Sienkiewicz, il faut les sortir, mais pas. Tu peux pas mettre que des trucs qui sont pas représentatifs de Sienkiewicz comme étant du Sienkiewicz. Donc j'ai fait ce tri-là. Il y avait en définitive, il devait y avoir une douzaine de planches qui restaient, comme je sais qu'il y en a une qui t'a bien interpellé, qui est une planche qui est je crois la première apparition de Man-Thing, l'homme chose chez Marvel, qui est entièrement en lavis par Grey Morrow. Ah, il est incroyable ça. Et elle appartient au musée en fait. D'accord, ça là, ok. Et puis tout ça, ne serait-ce que voir ça, je me suis dit tiens, tu vois, Grey Morrow c'est intéressant parce que honnêtement, on va pas se mentir, des expos sur les comics où tu vois du John Buscema, du Jack Kirby, voire même du Steve Ditko, t'en as déjà eu en France, ouais. Et t'en auras d'autres. Je suis pas en train du tout de dire ça. Mais je me suis dit, j'en reviens à mon histoire de cheval de Troie, je me suis dit, c'est l'occasion, en profitant de la marque, oui, on va sortir du Kirby, oui, mais on va aussi sortir des types comme Grey Morrow, comme Dan Atkins, comme Marie Séverin, non pas des seconds couteaux en talent, mais des seconds couteaux en popularité, c'est-à-dire des gens que seules peut-être quelques générations vont citer, ou même des spécialistes. Et puis, je m'étais dit, c'est aussi l'occasion, parce qu'on est dans une maison où le public, il est habitué à voir de la franco-belge. Et moi, j'en lis, hein, je crache pas dessus, hein, mais ils sont pas habitués à voir ça. Et je me suis dit, il y en a plein qui vont arriver, peut-être remonter d'ailleurs, quand on ouvre les portes du musée aux Américains. Et je me suis dit, il faut montrer la diversité des styles.
faut montrer que c'est pas un style maison et qu'en fait, il y a X manières de dessiner les 4 Fantastiques, Spider-Man et les autres, voire même d'autres personnages que les équivalents de BD de ceux que tu vois au cinéma. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Donc, on avait une douzaine de planches dans la maison et je me suis dit, bon, je vais peut-être taper à la porte de quelques collectionneurs que j'ai repérés au fil des années. Tu sais, quand tu vas faire des vernissages d'expo-vente et tu vois les mecs repartir avec 3-4 sacoches bourrées d'originaux, je connaissais 2-3 types. Je me suis dit, je vais aller taper à leur porte. Si j'arrive à leur emprunter quelques planches, une quinzaine de planches, ça sera toujours 30 planches qu'on n'a pas besoin de payer les taxes. Et en fait, en demandant à ceux que je connaissais, et puis en voyant qui était pote avec qui, et puis par recoupement, attends, c'est lui, il a ça, peut-être que l'autre, il a ça, ça a commencé à grossir, et je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de collectionneurs à qui je pouvais me permettre de demander une dizaine de planches. Ça crevait pas trop leur collection à eux. Et puis, en additionnant les disparités de chaque collection, il y avait parfois même il y a des planches d'un épisode qui sont réunies, machin. Ça a commencé à former un tout. Et en fait, de fil en aiguille, à part quelques artistes qui travaillaient sur du digital, attends, je vais reprendre avec le... Non, t'inquiète, ça passe. Bon. Alors, je m'excuse. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'arrivais à construire enfin d'abord qu'il y avait des planches qui étaient géniales. Enfin ça faisait pas bouche-trou simplement pour éviter des taxes. Il y avait du John Byrne sur les Fantastiques, il y avait des trucs comme ça. On avait déjà quelques Kirby, quelques John Buscema. De toute façon le musée en avait aussi. Ça commençait à ressembler à quelque chose. En fait le deal de départ donc c'était ces 120 ou 130 planches à réunir et en fait en regardant toutes ces collections il y avait des choses qui étaient très complémentaires. Et qui formaient un tout où franchement il y avait pas de quoi rougir. Puis je me rends compte qu'en plus, comme c'est des planches qui ont été achetées par des Français assez vite au fur et à mesure de leur parution, c'est des planches aussi qui n'ont pas été exposées ailleurs dans le monde et que l'un dans l'autre ça fait une accroche qui est pas dégueulasse. Et donc on arrive à ce projet qui est 120 ou 130 planches. En parallèle de ça, eux, ils me demandent de faire une approche qui est pas forcément chronologique, mais peut-être plus thématique. Alors, j'ai mélangé un peu les deux. En regardant le plan de l'expo, au départ, il y avait une petite salle d'intro et puis trois salles et je me suis dit, on va partir sur les 3 grands groupes de Marvel. Ça permettra d'organiser les planches, donc les Fantastiques. Pardon. Les Fantastiques, et c'est pour ça que je dis que j'ai un peu triché parce que en mettant les Fantastiques en premier, non seulement t'es thématique, mais t'as aussi quand même une approche chronologique qui permet d'expliquer comment le Marvel moderne s'est formé. Alors ça aussi j'ai oublié de dire, mais il est évident que vu la rareté des planches du Golden Age, on s'était dit qu'on pouvait pas faire une salle entière sur le Golden Age et que par conséquent fallait un petit peu évoquer le Golden Age pour comprendre d'où venait Marvel, mais que on allait se concentrer sur le Marvel Age, c'est-à-dire à partir de l'invention des 4 Fantastiques. Et puis derrière les Avengers, et puis une salle X-Men. Ça c'était le départ. Sachant que même moi à ce moment-là, par conséquent, Spider-Man, je lui ai trouvé un petit espace dans les Avengers, mais c'était pas énorme. Et puis par élimination, je pouvais pas trop le mettre. Alors tu vas me dire oui, il fait partie des 4 Fantastiques dans certains épisodes, mais par élimination, je pouvais le mettre que dans les salles fantastiques, les salles Avengers. C'était ça. Puis même au début, je crois qu'on n'avait pas beaucoup de planches de Spider-Man là-dessus. Oui, parce que de toute façon, en fait, ce qu'on comprend, c'est que tu savais pas sur quoi tu allais tomber quand tu allais demander les planches. Donc alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte de découpage où je savais que, par exemple, tu sais que la femme invisible, ça permet de parler d'une certaine présence de la femme dans le Marvel des années 60. Je savais que Jean Grey, je voulais en parler. Je savais que il fallait au moins un panneau où j'allais parler des équipes fédératrices au moment où tu arrives dans les Avengers. Il y avait un moment où j'allais parler des monstres avec Ben Grimm parce que c'est quelque chose qui correspond aussi à l'esprit de comment Marvel s'est développé. Donc j'avais ça me permettait de faire une liste de commissions et puis au fur et à mesure que je voyais des planches dans ce que les gars me disaient, j'ai ça dans ma collection. Tu sais, c'est comme un album Panini pour le coup, sans jeu de mots. Tu fais voilà, j'arrive à combler à peu près et en fait sur la fin, j'arrive à 120, 130 planches et bonne pioche. Du coup, c'est moins compliqué aussi pour faire venir ça à l'international. Il y a quelques artistes que je connais qui travaillent en numérique, à qui j'ai demandé des fichiers. Par exemple, Mike Deodato. Et comme il travaille en numérique, la notion d'original est pas la même.
Puis ça permettait là aussi d'aller... je m'étais dit, beaucoup de gens ont un fantasme sur Marvel, c'est l'Amérique, c'est des trucs comme ça. Je me dis, c'est bien aussi de leur montrer qu'il y a des Brésiliens, il y a des Espagnols, des Italiens, il y a Français, il y a plein de gens qui font ça et que maintenant c'est une culture globale. Et tout ça fonctionnait. Et en janvier 2024, Jean-Philippe m'appelle et me dit, on a eu vent d'un collectionneur qui a une collection avec quelques pièces intéressantes. Ça serait bien de voir pour l'introduire dans l'exposition. Et moi, honnêtement, à ce stade-là, j'étais déjà bien avancé dans les trucs. Et à ce moment-là, je me cherche une version une phrase polie pour leur dire, écoutez, votre pote est bien gentil, mais moi j'ai assez. On va pas refaire le truc, voilà quoi. Je veux dire, si c'est parce qu'en plus tu te retrouves dans une position à un moment où tu dis on a trop de Kirby, on a trop de Busma, c'est complètement surréaliste quand tu te retrouves à dire non à des planches de Kirby, bref. Et ils ont été le voir chez lui et c'était un week-end où je pouvais, c'était pas du mauvais esprit de ma part, je pouvais pas y aller. Alors ils me disent on va prendre des photos, on t'enverra les photos et tu nous diras ce que t'en penses. Bah très bien. Et je reçois un WeTransfer et je vois 300 fichiers dans le WeTransfer. Et je me dis, ils ont dû se planter, ils ont dû faire un duplicate, un doublon, ils ont dû doit y avoir 5 ou 6 fois le même fichier. Et j'ouvre le premier fichier. Et alors, les chastes oreilles qui nous écoutent, je suis désolé, mais j'ai fait, oh putain. Alors, je te rassure que dans ce podcast, il y a bien pire déjà qui est sorti que... Non, mais comme c'est un épisode où il y a pas Corentin, peut-être que les gens peuvent s'attendre. Non, je suis pas fort sur mon visage. Ça, c'est la vanne, elle était à 0 balles, c'était coucou à Corentin. Et vraiment, c'est pas une exagération de ma part, je suis resté debout jusqu'à 3h30 du matin à ouvrir tous les fichiers. C'était Noël. C'est un type qui a vécu dans les années 90, les années 80 aux États-Unis, qui était lecteur de comics et qui s'est dit mais pourquoi finalement plutôt que collectionner les comics, pourquoi pourquoi je collectionne pas les originaux, sachant que ça se faisait pas beaucoup à l'époque finalement. Il y avait eu un peu de peut-être que c'était pas le même prix aussi parce que et surtout c'était pas le même prix et il a pris l'habitude, il s'est dit autant acheter directement au producteur et il allait voir la famille Kirby à peu près 3 fois par an et leur acheter des épisodes entiers. Donc l'épisode qui est mythique chez nous en France, qui correspond à Les Inhumains sont parmi nous, il a tout l'épisode en planche originale. Il a 3-4 épisodes des Fantastiques comme ça, l'épisode des X-Men de Warner Ross. Il a tout Eternals numéro 4 en planche originale. Enfin, il a aussi à côté de ça plein de planches en vrac. Je crois qu'il en a 600. Enfin voilà, et là quand tu tombes là-dessus, tu fais ok d'accord, j'oublie tout sur mon histoire de formule de politesse, j'oublie complètement. Ok d'accord. Donc ils me disent nous on s'y connaît pas comme toi en comics, donc ça serait bien qu'on refasse un second passage là-bas pour voir un peu si toi tu vois des trucs qu'on n'a pas vu. Et effectivement il y en avait, mais comme ils étaient très ce contact-là nous avait été recommandé par quelqu'un d'autre, donc le type lui aussi de son côté était un peu genre mi-figue mi-raisin, et pour le convaincre il m'avait un peu survendu. Il lui a ce que je déteste quand on commence à utiliser le mot expert, j'aime pas ça, et quand on commence à dire le plus grand expert ou de Biarritz ou de l'Auvergne ou de France. Après c'est une réalité que t'es expert et que non, tu fais partie alors le mot expert, le mot experts, expert, je le conteste. Parce que expert, pour moi, c'est expert judiciaire ou un truc comme ça, c'est un brevet ou autre chose comme ça. Que tu me dises que je suis spécialiste, parce que je suis spécialisé dans, tu vois, expert, c'est un mot qualitatif. Spécialiste, même les gens qui nous écoutent et qui peut-être n'aiment pas mon travail, ils ont le droit, ou qui n'aiment pas ma personne, ils ont le droit aussi, je survivrai, c'est pas un problème. On peut pas nier que je me suis spécialisé, que je passe le plus clair de mon temps à travailler sur les comics. C'est pas un critère qualitatif. Et c'est pas un critère qualitatif que je m'auto-décerne. Expert, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois la nuance. Dès que tu commences à partir sur expert, pour moi, c'est un concours de bits. Ok. Et donc, eux, ils m'avaient présenté comme le plus grand expert en France et sans doute le plus grand expert en Europe. Alors, tu penses, t'arrives là-bas, et le gars est un peu plus âgé que nous, et donc il connaît pas trop le milieu des comics aujourd'hui, et il m'attendait, quoi. Donc, il me dit, puisque vous êtes expert, citez-moi tous les comics. Non, il me dit, vous allez pouvoir m'enseigner sur cette planche-là. Et il me sort une planche des 4 Fantastiques par John Buscema, et je vois bien il me teste, en fait. Alors, je dis, voilà, c'était l'épisode, ça, c'était le personnage, c'est John Buscema, c'est scénarisé par Roy Thomas. Enfin, de mémoire, je sors tout le truc.
il refait pareil avec une planche des X-Men, et je ressors le truc. Je crois même que spontanément, je sors le numéro exact. Et puis il me sort une 3e page, et il me dit, celle-là, honnêtement, j'ai jamais su où elle était parue. Ok, donc je viens de comprendre tu viens de valider ce que je pensais sur les 2 premières planches. Et il me sort une couverture qui représente Daredevil dessinée par John Cassaday. Et j'éclate de rire quand je vois ça. J'ai dit, je peux vous dire où elle est parue. C'était la couverture de Comic Box Annuel numéro 2. C'est nous qui lui avions commandé il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et le gars me regarde un peu, genre, t'es un mytho. Enfin, jamais. Attends, il avait l'original de la couverture que vous avez commandé à Cassaday pour Comic Box. Cassaday l'avait revendu l'original. D'accord, ok. Et puisque nous, quand on publie les dessins, si tu veux, le dessinateur, gardait l'original. Pour Marvel, il gardait l'original et tout ça. On a quelques originaux qu'on a gardés, mais celui-là, non. Et donc, il me regarde un peu d'un air, t'es un mytho. Il va voir sur Google, et il voit la couverture colorisée, il voit le titre, il voit mon nom. Il me fait, mais d'un air un peu c'est bon, je rends les armes. Il me fait, vous savez quoi? Prenez tout ce que vous avez besoin. Allez, c'est bon, allez-y, voilà. Et donc, ça crée un truc, et que du coup, on a ouvert les vannes. Et on s'est retrouvés au lieu de... Et c'est alors, je t'interromps juste, surtout qu'à ce moment-là, tu te dis aussi, c'est bon, de toute façon, il n'y a plus besoin d'aller chercher aux États-Unis, en fait. Ah, mais j'en ai avant tu l'avais peut-être déjà. Avant même, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'avais commencé à plancher sur une formule de politesse pour dire votre pote, on n'en veut pas, on va pas refaire le truc. Ça fonctionnait déjà. Ouais. Mais là, c'est des planches de... Enfin, on avait déjà plein de planches. On avait déjà du Steve Ditko de 1959 sur des histoires de monstres de Marvel. Enfin, on avait déjà de quoi faire, pas faire pitié. Mais là, c'était Noël. Et puis, l'expo durant une dizaine de mois, dans les musées, tu es obligé de faire une forme de rotation. Tu peux pas laisser les œuvres exposées au-delà de certains mois, parce que sinon, même la lumière ténue, ça peut les atténuer. Donc les musées prennent soin souvent de faire un original, puis le facsimilé, ou le facsimilé, puis un original. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je leur ai dit, à ce moment-là, vu que maintenant, avec cette centaine de planches qu'on a réussi à emprunter à lui, on en arrive à 230 planches, on a moyen de faire un roulement. L'expo va durer longtemps. Pourquoi, plutôt que remplacer le facsimilé originaux, pourquoi pas la faire vivre avec un roulement? Et c'est pour ça qu'on a opté pour ça, et qu'on a complètement changé de braquet à ce moment-là, parce que pour le coup, il y a vraiment des planches que les Américains ont jamais vues en tant que planches, qui n'ont jamais été exposées ailleurs que pour cette expo. Donc ça a été un coup de veine phénoménal. Il y a eu un autre coup de veine qui était que, je pense que toi aussi c'est un peu comme ça, quand tu parles avec des gens en qui tu as confiance avant l'officialisation d'un projet, ça t'arrive avec certaines personnes de parler off, de voilà, je prépare ça et tout ça. Et un jour, je parlais avec Mast, qui prépare un énorme un truc, je pense, en plusieurs tomes, et je sais pas combien de tomes il va falloir pour épuiser cette biographie, pour le coup vrai roman graphique des fondateurs de Marvel Comics, Father of Marvel Comics. On en parle souvent et on attend que ça sorte, quoi. Et on parlait de son avancement dans le projet, et puis il me dit, ouais, j'ai tout modélisé en 3D, en virtuel pour m'orienter dans le bureau, pour savoir qui était quoi, tout ça. Il me dit, mais après, j'ai jamais terminé parce que j'en vois pas l'utilité. Je lui dis, mais attends, t'as jamais terminé, mais il te reste combien de mois ou de semaines de boulot là-dessus? Il me dit, il me reste quelques semaines. Et je lui dis, mais à ce moment-là, si le musée, on te finance les quelques semaines qui manquent, est-ce que c'est jouable? Il me dit ouais. Et donc j'en ai parlé au musée qui était super content. Et ça a fait que ça s'est fait de manière un peu fortuite, mais cette espèce de sas qu'on a au tout début de l'expo, où là pour le coup c'est pas une idée à moi, ils ont voulu mettre un bureau qui symbolise plus ou moins le bureau type des auteurs de Marvel dans les années 60, une planche à dessin, tout ça. Et en face on a mis une reconstitution virtuelle interactive où tu peux te diriger dans les bureaux de la Marvel en 66. Et ça, c'est bien tombé parce que ça permet de commencer l'expo en expliquant dès le départ aux gens que, ok, c'est une marque, ok, c'est des mecs en collant qui volent au-dessus du ciel, mais c'est des vrais gens derrière. C'est des vrais gens. Et ce truc-là, je suis agréablement surpris. Ça
ça induit un espèce de rapport qui fait que derrière, quand les gens commencent à rentrer par exemple, dans la salle fantastique, eh ben, il y a tout de suite un espèce d'autre rapport avec ça. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à un moment de ce processus-là, les gens du musée me disent, finalement, on a des questions de travaux là dans le musée, on a des espaces qui se libèrent. Et puis bon, vu qu'on récupère plus de planches, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire plus grand? Je dis oui, bien sûr, toujours, mais et là, à ce moment-là, on s'est dit, ce qui est logique, c'est de faire une espèce de salle, on va dire, pour arrondir, on va dire Spider-Man, mais grosso modo, parce qu'il y a 50-50 Spider-Man d'Ardeville, donc une salle qui correspond au solitaire urbain de Marvel. Et donc c'est venu combler ce que moi je ressentais comme un manque jusque-là, parce que tu peux pas mettre deux originaux de Spider-Man et dire on a fait le boulot. Donc là ça c'était jouable, à plus forte raison que plusieurs collectionneurs avaient du Spider-Man par Steve Ditko. Et puis par John Romita Senior, donc on avait les premières années de Spider-Man, et globalement ça se justifie. Donc voilà, c'est comme dirait un certain Hannibal dans l'agence touriste, j'aime quand un plan se déroule bien. Mais alors, comment tu as aussi allié le fait, parce que c'est une exposition quand même pour un grand public, et il y a un truc qui est vachement important dans ce genre d'exposition, c'est aussi de penser à tous les types de publics, parce que si tu fais que des planches originales, alors les gens comme toi et moi, on passera Noël, mais pour des gens qui n'y connaissent pas forcément, ça peut paraître un peu rédhibitoire, et donc on voit qu'il y a des accompagnements, qu'il y a aussi même des modules avec des sortes un peu de quiz ou de jeux comme ça, un gigantesque Hulk à un moment qui est dans une salle. Comment est-ce que tous ces éléments ont été pensés un peu pour apporter le Hulk, on l'a trouvé chez un collectionneur qui est de Charente en plus. Un type qui non seulement collectionne des planches, à qui on était parti, on a emprunté des planches aussi, puis il avait ce Hulk chez lui. Et d'ailleurs, juste chez lui dans son salon, dans une pièce à part où il met sa collection. Et d'ailleurs, ses petits enfants, il a fallu négocier avec les petits enfants qui étaient pas contents parce qu'ils avaient plus pouvoir jouer avec Hulk pendant quelques mois. Donc pour l'inauguration, ils sont venus, ils étaient très contents de revoir Hulk. Donc l'occasion fait larron là-dessus. Le Hulk était occupé un espace et c'était bien. Les quiz, c'est plutôt l'équipe ici qui s'occupe de l'accompagnement des visiteurs, et puis c'est toi qui as écrit les questions? Non, pas du tout. Ah non, okay. Non, je crois que c'est Aurélien ici dans l'équipe qui est un fan de comics et qui travaille à la librairie. Alors je crois que c'est lui, peut-être qu'il y a d'autres personnes que j'oublie, mais globalement c'est voilà, et c'est d'autant plus intéressant parce que comme ils connaissent bien le public, plutôt que moi j'arrive en mode alors c'est en 75 que machin, voilà, et du coup ça permet il y a des équipes ici qui font l'accompagnement des groupes de visiteurs ou des scolaires c'est d'autant plus intéressant que eux soient un peu la main avec avec ces quiz là. Donc c'est un des aspects auxquels j'ai pas touché. Okay. Et ils m'ont demandé aussi à un moment si on pouvait avoir quelques interviews d'auteurs, et comme il se trouve que depuis quelques années, je fais des documentaires. J'avais des bouts d'interviews qui n'ont jamais servi parce que l'auteur part un peu pas hors sujet, mais part sur une envolée qu'on pouvait pas utiliser dans tel ou tel documentaire. En particulier, c'est dommage d'ailleurs, j'ai regretté ça, mais on n'avait pas les autrices que j'ai interviewées ont été beaucoup plus pragmatiques et donc ont moins débordé. Donc j'avais très peu de chutes de ce côté-là, mais j'avais beaucoup de propos recueillis de Chris Claremont. J'en avais un petit peu de Alexis Briclot et un petit peu de Paul Renaud. Donc on a une borne d'interview qu'on a installée ici qui permet aussi de montrer, d'avoir la voix de certains auteurs qui travaillent sur ces univers-là. Et ça s'est un petit peu assemblé comme ça. Alors avec beaucoup de pression, avec beaucoup de faut mettre ci, faut pas mettre ça, ah bah oui mais tel truc fonctionne pas. Et pour en revenir à ce que tu disais sur l'immersion qu'on peut avoir avec les visiteurs, je me suis aussi je me suis pas bloqué sur le fait qu'il faut que les visiteurs connaissent les personnages. Il y a un certain nombre de planches, et on en revient à celle de Mansing sur l'homme chose. Je suis sûr que oui. Dans la vie de tous les jours, tu ne te trimbales pas en disant l'homme chose c'est mon personnage préféré. Mais cette planche-là et d'autres planches sont visuellement tellement impactantes
qu'on s'en fout que les gens connaissent pas l'homme-chose, ou ils voient que c'est un chouette dessin. Il y a une couverture de The Cat. The Cat, c'est un échec de Marvel vers 72. Ils ont fait 3 ou 4 numéros, je crois. C'était une bérésina, ils l'ont arrêté, mais c'est une couverture de John Romita senior. C'est une héroïne en train de se battre contre un balèze. Tout le monde trouve l'image belle. On s'en fout que ça ait marché ou pas. Et ça aussi, ça permet aussi d'expliquer que finalement l'univers Marvel il est beaucoup plus diversifié que ça. On a trouvé une planche de Son of Satan. Alors pour ceux qui connaissent pas, Son of Satan, c'est le fils de Satan qui a eu sa propre série chez Marvel dans les années 70. Même le collectionneur qui l'a était étonné que je fasse ce choix de lui emprunter, alors qu'en fait, ça permet de diversifier le truc. Alors pour ceux qui pourraient se demander où est-ce que j'ai mis Son of Satan par rapport à les X-Men, oui, les Fantastiques, les Avengers. Bon, à chaque fois, il y a un peu de porosité. Donc, je crois que il trouve sa place dans un endroit où on parle de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les Midnight Sun, où on parle de Ghost Rider, ouais, justement, de l'homme-chose et de trucs comme ça. Et l'un dans l'autre, voilà, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce que t'as et comment tu assembles les pièces du puzzle pour que ce soit un maximum évocateur. Bon, effectivement, les quiz peuvent amuser un jeune public. Moi, je suis surpris dès lors qu'on rentre dans l'expo. Dans l'expo, il y a quelques silhouettes qui ont été détourées, et je suis surpris de voir des gamins de 7 ans à qui le côté historique des planches peut absolument pas parler, mais qui s'éclatent dans l'expo. Ça j'aurais pas osé avancer que ça allait se faire comme ça, et finalement ça se passe bien. Puis il y a une question de décor aussi, notamment alors t'as même la salle d'intro avec le bureau d'artiste, mais un peu plus loin quand t'as la sorte de reproduction de rue de New York avec je sais pas quel revêtement c'est au sol, mais pour donner une impression en fait c'est un miroir en fait. C'est juste un miroir, ça, donc un miroir qui. En fait, la scénographie propre, voilà, pour utiliser un barbarisme, la décoration de l'expo, c'est un atelier qui s'appelle les Charrons, qui sont de Saint-Étienne. Alors, ce qui est marrant, parce que Mast habitait à Saint-Étienne, et donc on les a mis en rapport, ils ont pu s'entendre. Tout est lié. Et les Charrons, c'est eux qui ont proposé, par exemple, de la salle des Fantastiques. Ils ont été voir un petit peu les comics, à quoi ça ressemblait. Ils ont dit, par exemple, les comics de Kirby, il y a plein d'explosions, plein de trucs comme ça. On va mettre un fond un peu comme ça. Les Avengers, les Avengers on s'était dit, eux, ils s'étaient dit, on va faire quelque chose de plus formel, qui ressemble un peu à tu vois, pas un bunker de réunion, mais quelque chose comme ça. Heureusement, ils ont sélectionné le vert. C'était avant qu'on trouve Hulk. Ce qui fait que les gens arrivent en disant, c'est vert, c'est Hulk, mais ça s'est bien enchaîné de ce côté-là. Et puis, ils ont eu cette idée géniale de dire que, par exemple, sur Spider-Man, voilà, dans cette zone Spider-Man, on allait organiser quelque chose qui ressemblait à une arrière-cour de New York, et que, voilà, il y a un effet d'optique avec un miroir alors maintenant, ça se voit un peu plus parce qu'il y a un petit peu de poussière qui se dépose dessus au fil de l'expo, mais vraiment au tout début de l'expo, il y avait plein de gens qui le voyaient pas du tout, et puis qui, seulement en se penchant, voyaient leur propre reflet. C'est un miroir. Et il y avait aussi ce choix alors sur la fin du parcours d'entreposer en fait, d'afficher une partie de cette fameuse collection de comics qui a. Il s'agissait de rappeler le don Marvel qui fait que ce qui a provoqué un peu l'exposition. Et inconsciemment, je m'en suis rendu compte après en regardant la reconstitution virtuelle qu'a fait Mast dans les bureaux de la Marvel, il y avait, tu sais, toutes ces photos, t'en as peut-être vu des photos de Stan Lee où il y a toujours un mur de comics derrière lui. Parce que c'était sa manière d'afficher les nouveautés et de voir si les couvertures se ressemblaient pour corriger le tir le mois d'après. Et inconsciemment, on a reconstitué un petit peu ce truc-là. Alors, la seule chose, c'est que le don Marvel, il date d'il y a d'une vingtaine d'années. Ils ont racheté de temps en temps quelques trucs à eux, mais moi, j'ai rajouté de ma collection pour des choses un peu plus récentes. Et aussi, j'ai pris soin, je ne voulais pas, alors c'est ma faute, si certaines personnes, en passant dans ce couloir, par exemple, disent il y a des choses totalement anodines et il n'y a pas forcément des grands classiques. Je voulais quelque chose qui soit le reflet de ce qu'est Marvel. Donc, Marvel, il n'y a pas que des premiers numéros, il n'y a pas que des numéros où il y a la première apparition d'un tel, il n'y a pas que du Jack Kirby, il y a aussi des numéros de Black Goliath, il y a aussi des Spidey Super Stories, il y a le comic book des Trois Mousquetaires. J'ai trouvé ça intéressant de briser un petit peu voilà, Marvel a publié une version comics des Trois Mousquetaires dans les années 70, je l'ai mis, en sachant que celle-là appartenait au musée, mais
Et j'ai mis des choses un peu plus récentes, voilà, des Civil War, puisque c'est plus récent que le don Marvel, pour que il y ait ce côté qu'on a tous je pense quand t'es adolescent et que t'as une collection qui commence à être un peu conséquente, tu t'étales ta collection sur ton lit pour commencer à la classer, pour machin. Je voulais un peu retrouver ce truc-là, ce côté de tu sais pas par où regarder le mur tellement il y a de signaux, d'ambiance et là encore de style. Et donc c'était l'effet voulu et apparemment ça fonctionne pas trop mal aussi, ça. Alors quand tu travaillais sur l'expo, comment ça se passe concrètement en fait une fois que tu as fait tous tes choix de planches en fonction de tes thématiques et aussi de tous les critères, c'est quoi, c'est un document de travail en fait sur lequel tu exposes pièce par pièce qu'est-ce que tu veux être affiché. Il y a des allers-retours avec justement les charrons pour savoir sur quel mur on va mettre tel. Non, il y a surtout des allers-retours avec Jean-Philippe, ouais. Jean-Philippe et puis Émilie qui est la régisseuse du musée, enfin de l'exposition. Et moi j'avais fait un document Word dans lequel j'insérais dans un tableur tous les scans. Enfin, je faisais des modules. L'exposition, grosso modo, il y a un thème et en général un module de 4 planches. Alors il y en a un ou deux qui font 5 planches et un je crois qui fait 3 planches. Mais l'essentiel c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros si tu commences à expliquer les monstres chez Marvel, tu as 4 originaux qui représentent ça. Et donc moi j'ai fait mes textes et à chaque fois, j'ai inséré un tableau avec les scans pour qu'ils sachent où ça allait, ce à quoi ça correspondait. Et puis, j'ai même fait les autres rotations pour savoir ce qui remplaçait quoi et dans quel ordre. Et donc, on a fait, si tu veux, c'est la version virtuelle de l'exposition qui s'est faite comme ça. Je crois qu'en fait, ça s'est borné à des trucs ah bah oui, mais cette planche-là, tu peux pas l'utiliser à tel moment parce que sinon, ça génère un facsimilé au mauvais moment. Puis tiens, faudrait pas qu'on dépasse un pourcentage de facsimilé dans l'expo. Donc, je me suis organisé je crois qu'au tout début de l'exposition, il y avait 30% de facsimilé dans l'expo. Et que là, au moment du festival d'Angoulême, on est tombé à 22% facsimilé dans l'expo. Et donc voilà, il y a des questions d'intendance, on va dire, qu'on fait que des fois on m'a demandé de switcher, telle planche, tu la mets plutôt à tel moment, et voilà, mais pas tellement en fait. Mais parce que même ça, tu peux dire aussi, est-ce que je mets par exemple les planches les plus vendeuses entre guillemets pour le premier batch et je laisse d'autres. Je pense que t'as des gens qui réagissent comme ça dans certaines expositions. Je vise personne en disant ça, mais techniquement, je pense qu'il y en a qui font ça pour avoir les bonnes pages de la presse et tout ça. Autant envoyer. Mais moi, je savais que au début, je veux dire, tu peux te dire, c'est dommage qu'on commence l'été l'exposition, c'est au moment où il y a le festival où il y a le plus de gens. Moi, je me suis dit, ça veut dire que on a le démarrage de l'expo qui va être traité comme un événement à part, et puis on va avoir une deuxième coulure quelque part au moment du festival, une deuxième couche. Donc c'est pas plus mal en fin de compte. Et je me suis dit aussi, on va avoir beaucoup de gens qui s'intéressent aux comics, qui aiment les comics, qui vont pas venir au moment de l'ouverture, mais qui vont mêler ça avec leur venue pour le festival. Donc on peut pas, de toute façon, moralement, moi ça m'intéresse pas de dire les types qui viennent au début, ils ont le full Monty, et puis ceux qui arrivent à la fin, c'est tant pis pour ta gueule, c'est pas mon truc. Mais voilà, tu sais qu'il y a des gens qui sont de notre culture, hein, toi et moi, qui allaient venir au moment du festival, et donc j'ai essayé que y ait un peu à boire et à manger à tout le monde. Alors, maintenant, t'as des gens qui sont venus au moment d'ouverture qui me disent, ah bah oui, vous avez changé les trucs, c'est dégueulasse. Non, je le dis affectueusement. Non, mais ils devraient être contents d'en voir plus. Oui, mais t'as des gens qui sont venus au moment d'ouverture qui me disent, ah bah oui, mais du coup, ça veut dire que je suis obligé de redescendre voir si je veux voir les nouvelles planches. Donc quand je dis c'est dégueulasse, c'est gentiment, c'est pas agressif. Ouais. Et donc voilà, on s'est arrangé pour cogiter, si tu veux, non seulement dans l'espace, ce à quoi l'expo ressemblait, mais en fait dans le temps, comment elle évolue et comment ça fait pour que oui, on a surtout des originaux, donc c'est beaucoup de noir et blanc, mais qu'on a aussi un peu de couleur par endroit, qu'on est
Puis qu'est-ce qui peut remplacer, par exemple, dans le multivers? Qu'est-ce qui peut remplacer cette planche d'Avenger Forever? Ah ben, il y a un truc qui a rien à voir avec Avenger Forever, mais ça a sa place dans le multivers. Voilà. T'avais des contacts aussi avec Marvel pendant la création de l'exposition, peut-être pour leur demander en termes de visuels, notamment quand il y a des visuels qui sont utilisés pour accompagner, comme les silhouettes des héros au début, celles sur les imprimés. On a eu quelques contacts avec Marvel, mais ils nous ont pas fourni de matière. Voilà, c'était à nous de savoir ce qu'on voulait faire et choses comme ça. Moi, mon grand regret, c'est qu'on nous ait pas permis de faire un catalogue d'exposition. Bah ça, j'allais y venir. Et Dieu sait que, alors, les gens du musée, au tout début, m'ont dit, contrairement à ce qu'on pourrait croire au musée de la BD, c'est aussi un public très populaire, qui vient en curieux, et donc ils voulaient avoir un support qui était abordable, pas un truc qui vaut 35 € ou chose comme ça. Et on s'est mis en rapport avec Panini, en discutant avec eux, on est tombé d'accord sur le fait de faire une anthologie où chaque petite histoire correspond à une des planches de l'expo à peu près. Et il faut savoir qu'en plus Panini, même étant licencié de Marvel, ils ont pas le droit de faire n'importe quoi. Voilà, une anthologie, ils avaient le droit de le faire. Un catalogue, c'est quelque part une autre licence, si tu veux, c'est autre chose. Et donc on s'est dit au début, l'idée c'était, on fait quelque chose d'abordable, qui est cette anthologie que les gens peuvent acheter, voilà, en famille, machin. Et puis quand même, c'est pas tous les jours qu'il y a une exposition comme ça. Moi, je voulais mon beau catalogue là pour le coup à 35 €, papier classe et tout ça, bien épais, joli. Et pour tout dire. Une société américaine que je ne citerai pas, s'est bornée à ignorer toutes mes demandes dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand j'envoyais des questions multiples en disant voilà 5 points sur lesquels j'attends des réponses, et en 3 tu mettais le catalogue, tu avais les autres réponses mais tu n'avais pas le 3, et pas une fois, pas 2 fois, mais sur des mois, ça a trouvé sourd d'oreille. C'est marrant parce que je sais pas si, vu que c'est des planches originales et notamment si elles appartiennent à des personnes privées ou même à la cité de la BD, après je suis peut-être très naïf là-dedans de me dire que t'as les fichiers, tu les scannes et c'est un truc qui s'assemble parce qu'en fait tu fais oui, pas mais tu peux le faire par exemple sur Hollywood, puisque ce sont plein d'univers différents et que tu ne vends pas Hollywood. Enfin, je sais pas, c'est comme si tu disais comment dire, c'est comme si tu voulais faire si tu fais un catalogue sur Hollywood, t'es pas monomarque. Si tu veux faire un catalogue sur l'expo Superman, t'es bien obligé d'avoir l'autorisation de DC Comics et de Warner. Et si tu veux faire un catalogue sur une exposition Marvel, c'est normal. Tu joues avec les jouets de quelqu'un d'autre. Donc c'est entièrement normal de demander la permission de jouer avec ces jouets-là, et c'est entièrement normal aussi que la personne en face te dise, ce sont mes jouets, fais pas ce que tu veux. Là-dessus, il y a pas de truc. Donc il y a pas de choses comme ça. Maintenant, moi je savais quand même un peu où je mettais les pieds, et je voulais pas, par exemple, il y a eu un questionnement au début qui était de savoir si on n'allait pas mettre des figurines, pas des figurines, des statues représentant les personnages du cinéma, ou même mettre sur l'affiche les personnages du cinéma. Et moi j'ai freiné des 4 pieds en disant non, pour une fois que Marvel Comics a droit à une expo au musée de la BD en plus, on va pas aller pervertir le truc et faire des expos qui sont bien, qui existent par ailleurs, hein, des expos geeks où il y a ça, mais tu vas pas transformer le truc en parc Disney, quoi. Et qui est très bien, mais il existe par ailleurs, et les gens ils vont à Disney pour voir ces trucs-là. Donc je voulais vraiment mettre le paquet sur le côté univers BD, à plus forte raison pour montrer à des gens qui ne connaissent que les films, voilà d'où ça vient. Et qu'est-ce qui était le plus challengeant alors dans l'ensemble de ce processus de création de l'exposition? Est-ce que c'était de renoncer aux planches que tu pouvais pas mettre alors qu'il y en avait vraiment plein de non, les renoncer aux planches que je pouvais pas mettre, c'est que c'est plutôt surréaliste. C'est-à-dire que t'es devant une pile, t'es chez un collectionneur, t'es en train de regarder une pile de planches originales, et le gars fait, alors ça c'est génial. Tu fais, ouais, mais non, ça je peux pas, ça du Kirby, je déborde déjà. Ah, mais tiens, celle-là, par contre, Bob Brown, je vais la prendre. Et le gars te regarde comme si t'étais un demeuré en disant, mais Bob Brown, c'est moins bien que... Ouais, je sais, mais ça correspond à un manque que j'ai dans la collection de l'expo.
Donc ça, c'est un petit peu surréaliste. Il y a eu moi, je dis toujours dans les expos, dans les interviews, le comic book qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est, je disais, quand j'étais gamin, je suis tombé sur le 27e épisode des X-Men, où c'est un épisode où le Mime, qui est un type en orange, qui a les mêmes pouvoirs que les X-Men, décide de se racheter, de redevenir un membre des X-Men, mais comme il est un peu costaud et puis un peu couillon, il leur fait, je veux bien rentrer dans l'équipe, mais il faut que ça soit moi le chef. Et les autres disent, bah non, pas question. Et le professeur X dit, oh, il est puissant, ça serait con de se priver de ses pouvoirs. Faites quoi? Tapez-vous les uns sur les autres. S'il gagne, ça sera lui le chef. Et à la fin, il gagne. Et puis après, pendant trois épisodes, il reste le chef des X-Men jusqu'à ce qu'il découvre une moralité. Enfin, il y a tout un truc. Mais moi, à la fin, quand j'étais gamin, je sortais de Tintin et compagnie, je lis cet épisode des X-Men, je me souviens très bien que j'étais en mode, ils ont le droit de faire ça. Et donc, voilà, tout ça, c'est mon origine secrète de lecteur de comics. Mais un jour, je suis chez un collectionneur, enfin, chez le fameux coup de chance qu'on a eu, dont je parlais tout à l'heure. Et je suis en train de d'éplucher sa pile d'originaux. Et il y a un moment, au détour, je tire sur un truc et c'est une page de X-Men 27. Je tombe sur la page une des pages de l'épisode qui m'a fait quelque part. Et d'ailleurs, Jean-Philippe m'a dit qu'il avait capté, qu'il m'a dit, j'ai cru que t'allais chialer à ce moment-là, genre, enfin bon, mais j'ai eu un ok, quoi. Et en même temps, si je m'écoute que moi, je la mets dans l'expo, mais en même temps, faut pas que je m'écoute que moi. C'est-à-dire que ce symbolisme-là, il correspond qu'à moi. Il y a aucune raison. Elle était pas compréhensible. Tu vois, si tu mets le Mime dans la salle des X-Men, très peu de gens vont comprendre ce que c'est. Tout ce public populaire dont on parlait va dire ouais, bah elle a aucune importance et c'est pas la peine. Donc tu te retrouves, t'as un coup de cœur en voyant cette planche-là et en même temps ton côté le côté intellectuel de toi, commissaire d'exposition, fait que, bah non, t'es pas là pour te faire plaisir, donc cette planche-là, tu la prends pas. Il y a aussi un truc que quand même, je vous disais dans la première salle, notamment celle des Fantastic Four, de voir qu'il y a quand même, elle est très très grande et qu'on sent, je sais pas, on sent un peu un espace un peu important qui est pas forcément occupé. Il y a peut-être des choses qui étaient prévues à un moment pour occuper plus d'espace dans oui, mais comme je disais tout à l'heure, quand on conçoit des trucs comme ça, bah il y a des moments tu penses à faire des trucs et tout n'est pas possible parce que ce ne sont pas tes jouets. Voilà. Ça, c'est vrai. Alors, par contre, ce qui est vachement bien avec cette expo, c'est que elle est à Angoulême, mais après, elle sera plus à Angoulême. Il y a eu un moment où il était question qu'elle soit à Bruxelles, qu'elle parte ensuite à Bruxelles, et Marvel n'a pas souhaité qu'elle quitte la France. Ah, du coup, ça je le découvre. Très bien. Donc c'est pas un scoop, hein, ça a été dit non, un peu. Non, mais c'est vrai qu'au tout début, sinon je t'aurais pas posé la question, en fait. Au tout début du projet, le Centre national de la bande dessinée de Bruxelles, coucou Isabelle si tu nous écoutes, très sympathique et tout, était partie prenante, et moi je vous avouerai que avoir planté le drapeau des comics au musée de la BD d'Angoulême et puis enchaîné derrière sur le centre de la BD à Bruxelles, bah ça me faisait un petit peu plaisir. Ouais. Voilà, j'étais pas. Et fondamentalement, Marvel nous a dit bah non, voilà, on préfère que ça soit un événement unique et que ça n'ait pas de vie en dehors de ce truc-là. Ce qui est aussi d'ailleurs peut-être le raisonnement sur la manière d'ignorer les demandes de catalogue. De catalogue d'exposition. Donc c'est-à-dire qu'elle reste jusqu'à quand à Angoulême alors cette exposition? Elle reste jusqu'au 1er jour de mai. Jusqu'au 4 mai, je crois, ou 3 mai, un truc comme ça. Et puis après, voilà. Très bien. En tout cas, c'est ceux qui nous écoutent, c'est qu'ils l'ont toujours pas visité. Vous avez encore quelques mois pour vous y rendre avant qu'elle soit. Mais hier c'était marrant puisque là on est en plein festival et que hier c'était samedi, donc j'ai vu beaucoup de gens que je connais qui sont des lecteurs endurcis et qui étaient vraiment voire même des gens de l'étranger qui étaient là, et enfin voilà, tout le monde était assez conscient que tu vois pas ce genre de planche tous les jours. Non, clairement. Puis la quantité, la profusion, comme tu le dis, les styles différents, les certains personnages plus obscurs. Enfin, il y a vraiment, ouais, c'est une vraie célébration quand même que t'as réussi à mettre en place avec Jean-Philippe. J'ai souhaité ça, j'ai voulu ça, et je vais même te dire que ça, je pense, en voyant les réactions des gens, que ça fonctionne mieux que je pensais. Alors d'abord, moi, je suis un petit peu cynique, je suis un petit peu genre, je
je me prépare au pire en espérant le meilleur, tu comprends. Mais dans les premiers jours de l'expo, il y a plein de gens qui font partie ici des diverses associations qui ont aidé à fonder le festival ou qui ont aidé à fonder le musée, qui sont plutôt des gens qui sont portés vers la franco-belge. Il y en a un ou deux qui rentraient parce qu'ils étaient venus avec les copains, mais qui c'était le smiley inversé, tu vois, c'était genre le bagnard, le gars il vient en service commandé, et il y en a un ou deux, et ces gars-là, je les récupère à la sortie en disant, ah mais en fait, les comics, c'est vachement mieux que ce que je pensais. Et là, tu fais, ouais. Et j'ai eu aussi le premier jour, j'étais, on était tous un peu fatigués. Il y avait eu le rush de la préparation de l'expo et j'étais, pour ceux qui ont visité l'expo et donc pour toi, tu connais, il y a quelques espèces de bancs dans la salle des X-Men et j'étais juste assis à regarder l'expo qui avait été fini d'assembler. Puis à un moment, j'écoute un brouhaha, j'écoute quelqu'un qui parle. Au début, je me dis c'est un guide et puis non, c'était pas ça. Et puis à un moment, débouche dans la salle un type avec deux petites gamines, sans doute des jumelles, et puis sa femme. Et le gars, c'était la journée de sa vie. C'était, voilà comment je suis pas un cinglé. Voilà comment c'est un truc au musée. Voilà comment. Et il leur expliquait, c'était l'atelier pédagogique pour expliquer à sa famille comment, en fait, ce truc-là avait de la valeur. Et là, tu te dis, bon, c'est cool. Ok. Très, très bien. Merci beaucoup, Xavier Fournier, d'avoir été présent dans ce podcast. Merci à toi pour l'invitation. Et donc, n'hésitez pas à aller faire un tour à Angoulême jusqu'au printemps prochain pour découvrir cette énorme et incroyable exposition Marvel. Et puis, Xavier Fournier, on peut te suivre également très régulièrement sur ton propre podcast aussi, Aventure Fiction. Merci. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez nous soutenir également en nous partageant sur les réseaux sociaux et également nous contribuer à notre Tipeee. Et je vous dis à très bientôt.